Donc on va reprendre pour la deuxième séance de cette matinée. Je remercie beaucoup Emmanuel Bobati, qui est sociologue. Il est chercheur au CNRS et c'est le spécialiste français des analyses sur les minorités sexuelles et de genre, et notamment sur les populations trans. Et aujourd'hui, il va donc nous faire une présentation sur ses travaux qui portent en même temps sur les minorités sexuelles et les minorités de genre. Et il va avoir une approche très critique aussi des catégories qu'on utilise. Donc je vous avais déjà alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'avoir un regard critique sur les catégories qu'on utilise, et c'est un des éléments qu'il va développer dans son approche. Donc merci beaucoup Emmanuel, et pour celles et ceux qui seront intéressés par ce type d'approche, je vous recommande la lecture. Il a fait plein de livres, mais dont deux que tu as peut-être cités, le livre tiré de ta thèse qui s'appelle Transfuge de sexe. Transfuge de sexe, qui a été publié à la Découverte il n'y a pas longtemps. Et puis un petit livre, moi, que j'ai trouvé remarquable. Ne suis-je pas une féministe? Ne suis-je pas une féministe, aux éditions Seuil. Pardon? Du Seuil. Le Seuil? Oui. D'accord, c'est un petit bouquin qui se dévore. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel, et je te passe tout de suite la parole pour une quarantaine de minutes, 45 minutes, pour qu'on ait un peu de temps de discussion à la fin. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par remercier vraiment Nathalie Bajos de m'avoir invité à parler dans cette chaire. Et merci aussi de traiter ce sujet de la production sociale des inégalités de santé. Merci aussi, je voulais dire quand même, c'est important, d'y faire une place aux minorités sexuelles et de genre, c'est-à-dire donc aux LGBT. C'est important d'après moi pour deux raisons. La première, c'est que les recherches sur les LGBT sont un peu à l'image de leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont vulnérables, et elles le sont d'autant plus dans des contextes politiques assez incertains pour les droits et la santé de ces populations. Et la seconde raison, c'est que dans les recherches en santé, les minorités sexuelles et de genre sont souvent laissées de côté. Pourtant, les LGBT sont là, dans les échantillons, dans les corpus, ils sont là, mais ils ne sont pas forcément identifiés. En fait, les inégalités sociales qui les touchent en raison de leur sexualité et ou de leur trajectoire de genre sont donc assez peu visibles et peu thématisées dans les recherches. Là où ces minorités sont les mieux considérées, c'est dans le domaine de la santé sexuelle. Et donc ça tombe bien, puisque c'est la commande que Nathalie Bajos m'a passée pour aujourd'hui, parler de santé sexuelle des minorités de genre et de sexualité. Et pour en parler, je vais partir de ce que je connais le mieux, à savoir les minorités de genre. Donc en ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur les populations trans. Et quand j'ai commencé, je ne travaillais pas spécialement sur la santé. Et pourtant, c'est presque toujours sur des enjeux de santé sexuelle que j'ai été financé pour mes recherches. Donc, si je précise ça, c'est parce que c'est assez représentatif de ce qui se joue dans les recherches sur les LGBT, c'est-à-dire que c'est souvent la question de la santé sexuelle qui a vraiment permis de développer, depuis les années 80, le champ des études sur les homosexualités et beaucoup plus récemment aussi sur les transidentités. Alors, au début de ma recherche, la population trans n'était pas encore catégorisée comme une population clé, comme on dit, de la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida. Il y avait quand même des associations trans qui alertaient depuis le début des années 90 sur ce sujet, et notamment sur le fait que le taux de prévalence chez les femmes trans semblait a priori supérieur à celui des hommes gays. Donc ça s'est ensuite confirmé empiriquement qu'elles sont particulièrement touchées par le VIH-Sida. Je précise que les femmes trans, ce sont des personnes initialement assignées garçons à la naissance et qui sont devenues des femmes. Mais donc à l'époque, faute d'enquête exhaustive, quand j'ai commencé sur les personnes trans, on ne pouvait pas encore vraiment le prouver solidement en croisant différentes données scientifiques. C'est seulement du coup au cours de la décennie 2010 que les populations trans ont été véritablement intégrées dans les politiques de santé publique. Et c'est aussi le cas pour les populations lesbiennes. Elles aussi sont très largement sous-enquêtées
dans le domaine de la santé sexuelle, et elles le sont malgré le fait qu'elles sont beaucoup plus touchées par les infections sexuellement transmissibles que les femmes hétérosexuelles, beaucoup plus. Chez les LGBT, en fait, la lutte contre l'épidémie s'est historiquement focalisée sur les hommes gays cisgenres. Cisgenre, c'est un terme qui désigne les personnes qui ne sont pas trans. À partir de 1984, le sociologue Michael Pollack lance un grand programme de recherche sur les homosexuels face au sida, et de là va naître l'enquête presse gay, une enquête par questionnaire qui sera reconduite ensuite régulièrement. Les enquêtes presse gay finiront par devenir les enquêtes presse gay et lesbiennes, mais pour ça, il faudra attendre 2011. Un des enjeux importants de ces enquêtes, et c'est quelque chose qui va vraiment structurer ma présentation aujourd'hui, qui va faire écho à la conclusion de Nathalie Bajos, un des enjeux de ces enquêtes, c'est d'inscrire la prévention dans un contexte qui va bien au-delà des seuls comportements sexuels des gays et des lesbiennes. Le but est de l'inscrire dans des trajectoires sociales, dans des socialisations antérieures, y compris souvent hétérosexuelles, et dans des conditions de vie et des modes de vie homosexuels. En fait, il n'est pas question dans ces enquêtes uniquement de pratiques de prévention sexuelle. Il est aussi question de beaucoup d'autres choses, comme par exemple la sociabilité. Il est question aussi de réseaux, de lieux de vie, de sorties, de style relationnel, d'engagement politique, ou encore bien sûr de violence et de discrimination. L'hypothèse qu'il y a derrière ça, c'est qu'il faut arriver à saisir toutes ces dimensions-là pour comprendre ce qui se joue vraiment pour chacune et chacun dans la pratique de sa sexualité et dans la prévention sexuelle. Alors c'est aussi une hypothèse qui va être faite dans plusieurs grandes enquêtes sur la sexualité en population générale cette fois. Je vais revenir sur des enquêtes que Nathalie a évoquées, mais du coup très brièvement. C'est le cas par exemple dans l'enquête « Analyse des comportements sexuels en France » en 1992, une enquête très marquée à l'époque par la préoccupation du VIH-Sida. Ce sera aussi le cas dans l'enquête Contexte de la sexualité en France en 2006, co-dirigée donc par Nathalie Bajos et Michel Bozon. Et dans cette enquête-là, il y avait un enjeu tout particulier à inscrire les rapports au risque et à la prévention dans des rapports sociaux de domination, de pouvoir, notamment des rapports sociaux de genre et de sexualité. C'est une enquête qui a montré les inégalités socio-sexuelles qui existent entre les hommes et les femmes. On en a eu un aperçu juste avant. Et qui a aussi montré les inégalités entre hétérosexuels et homosexuels et les inégalités au sein même de ces groupes. Dans ces enquêtes, par contre, on ne saisit pas encore les personnes trans, ce qui changera plus tard, notamment avec la nouvelle enquête Contexte des sexualités en France 2023 de l'INSERM. Entre-temps, une enquête spécifique a été menée à l'INSERM, une enquête spécifique aux populations trans, en 2010. C'est l'enquête Trans et santé sexuelle. C'est sur cette enquête donc, que moi j'ai pu travailler, faire des analyses statistiques, mais j'ai aussi employé des méthodes qualitatives, compréhensives, comme on dit, sous la forme d'entretiens biographiques. Et j'insiste sur l'importance de ces méthodes mixtes, parce que jusque-là, dans ce propos introductif, j'ai surtout évoqué les enquêtes quantitatives, mais il y a aussi des enquêtes qualitatives qui ont été tout à fait décisives sur ce sujet. Pour n'en citer que deux, c'est par exemple le cas de la recherche de la sociologue Viviane Namasté sur les populations trans. Il y a 25 ans déjà, elle montrait les effets dévastateurs de la précarité des personnes trans et des violences envers les femmes trans sur leur santé sexuelle. C'est aussi le cas plus récemment de la thèse de Gabriel Girard. En 2012, il montrait, lui, les effets des réseaux de sociabilité des gays sur leur représentation du risque et sur leurs pratiques de prévention et de réduction des risques. Toutes ces recherches, je ne les cite pas toutes bien sûr, il y en a énormément, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, se sont en fait intéressées à la production sociale des inégalités de santé sexuelle. Elles ne s'intéressent pas simplement aux risques qui sont objectivement pris, ni à ce qu'il est courant d'appeler des facteurs de risque, et elles désignent encore moins des groupes spécifiques comme étant à risque, ce qui est toujours un petit peu stigmatisant. Elles s'intéressent plutôt aux conditions sociales de production de ces risques. Autrement dit, en raison des inégalités sexuelles et de genre, les LGBT ont plus de risques de rencontrer des risques
que les personnes hétérosexuelles et cisgenres. Aucun groupe social n'est naturellement plus exposé au risque qu'un autre. Cette exposition est le résultat de logiques sociales et notamment de rapports sociaux de domination. Et cette façon d'aborder les choses a pu être qualifiée, notamment par Nathalie Bajos, Dominique Ludwig ou encore Marcel Calvez, d'approche constructiviste du risque ou approche socio-culturelle du risque en santé sexuelle. C'est dans cette perspective-là donc, que moi j'ai abordé la santé sexuelle des personnes trans, d'autant que je ne m'intéressais pas spécifiquement à la santé. En fait, j'étudiais plus généralement les trajectoires des personnes trans, leur trajectoire de genre, leur trajectoire de transition, leur trajectoire professionnelle, familiale, affective, sexuelle. Et la santé sexuelle prenait place dans tout ça, mais elle était liée à toutes ces autres dimensions. Ce que je propose donc de faire maintenant, c'est de donner une illustration de la production sociale des inégalités de santé sexuelle à partir de cette recherche. C'est une recherche qui portait donc sur les personnes trans, mais qui m'a en fait amené à parler des différentes lettres du sigle LGBT, et même aussi, je vais y revenir, à parler d'hétérosexualité et de cisgenrité, donc les personnes cisgenres qui ne sont pas trans. L'hypothèse sociologique centrale qui a structuré cette recherche, c'était que les personnes trans sont en quelque sorte des transfuges. On peut concevoir les transitions de genre de cette manière-là à partir du moment où on considère le genre comme un rapport social, au même titre que la classe sociale. Cette analogie entre genre et classe, elle a été conceptualisée à partir des années 70 par des sociologues féministes dites matérialistes, comme entre autres Christine Delphi, Colette Guillaumin ou encore Daniel Cargoat. Suivant leur logique, si le genre est un rapport social et non une simple donnée biologique, alors la transition de genre peut être envisagée comme une forme de mobilité sociale, une mobilité de genre et conjointement une mobilité de sexualité, j'y reviendrai. Les personnes trans sont très rarement considérées comme des transfuges, alors qu'en sociologie, on a beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent de très près aux mobilités sociales de classe. Elles s'intéressent aux personnes qui sont nées dans un milieu social et puis qui en changent au fil de la vie. Mais le prisme du déplacement social n'est pas vraiment utilisé quand on parle de genre, en revanche. Quand on parle de genre, c'est comme quand on parle de race. On a tendance à utiliser plutôt la notion de passing. Le terme de passing, il vient du fait de passer ou se faire passer pour blanc dans un contexte de ségrégation raciale. Et c'est un terme qui est aussi utilisé à propos des personnes trans et qui a notamment été popularisé par le travail d'un sociologue, Harold Garfinkel, qui a étudié le passing féminin d'une femme trans, Agnès, dans les années 60. Dans le cas du genre et de la race, on parle de passing, alors que dans le cas de la classe, on parle de mobilité sociale. Si on parle de passing et non de mobilité, dans le cas du genre et de la race, c'est en grande partie parce qu'on a tendance à naturaliser le genre et la race à la différence de la classe. Par définition, si on passe pour quelque chose, c'est implicitement qu'on ne l'est pas, du moins pas authentiquement. Le passing peut donc, autrement dit, avoir une dimension un peu essentialiste parfois. Alors ça reste une notion utile, le passing, notamment pour étudier les stratégies qui consistent à se faire passer pour tel ou tel autre dans une situation donnée. Mais pour moi, il y avait donc un enjeu à ne pas le substituer complètement à la mobilité sociale. Alors ceci étant, les populations trans ne sont pas des transfuges comme les autres. D'abord parce qu'on ne change pas de genre comme on change de classe, mais surtout parce que les personnes trans forment une population minorisée, à la différence des transfuges de classe. Une population minorisée, c'est une population qui est socialement constituée en minorité, mais pas nécessairement au sens purement numérique du terme. C'est une population qui est stigmatisée, opprimée, discriminée de manière systémique. Pour le dire autrement, les trans représentent aussi le T de LGBT, et ils sont minorisés du fait même de leur mobilité. Les minorités de genre sont minorisées du fait de leur mobilité de genre, et les minorités sexuelles sont minorisées du fait de leur non-hétérosexualité. Mais on va voir par la suite que genre et sexualité sont de toute façon indissociables et qu'ils sont tellement liés
que la minorisation vient en fait toujours un peu des deux à la fois. En changeant de genre, les personnes trans changent de sexualité. Mais pour comprendre ce que cette mobilité sexuelle implique en termes de santé sexuelle, il faut d'abord décrire tout simplement les trajectoires trans, les trajectoires de mobilité de genre. Certaines personnes trans connaissent une ascension, d'autres sont déclassées, et leurs trajectoires socio-sexuelles ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, j'ai pu observer que beaucoup de femmes trans ne transitionnaient que tard dans la vie, ce qui est un phénomène plus rare chez les hommes trans. La moitié des femmes trans s'engagent dans une première vie au masculin, souvent en tant qu'hommes hétérosexuels. Elles se marient, ont des enfants, et puis elles transitionnent plus tard dans la vie, autour de la cinquantaine par exemple. L'autre moitié des femmes trans transitionnent beaucoup plus jeunes, mais souvent au risque de la marginalisation, de l'isolement et de la précarité, puisque à cet âge-là, elles n'ont généralement pas encore d'emploi stable et qu'elles dépendent encore souvent de leurs parents qui peuvent les rejeter en raison de leur transidentité. Les hommes trans, eux, transitionnent pour la plupart jeunes, pour l'immense majorité d'entre eux d'ailleurs, et dans de meilleures conditions sociales et matérielles, en moyenne, que les jeunes femmes trans. Ils vivent moins de ruptures familiales, ils font moins l'expérience de la grande précarité. Disons que les ascensions de genre sont moins mal accueillies que les déclassements. Les hommes trans renoncent donc moins que les femmes trans à transitionner dans la jeunesse. Leur groupe est de ce fait plus homogène en termes d'âge à la transition et de trajectoire sexuelle et familiale que celui des femmes trans. Celui des femmes trans, lui, se divise en deux grands ensembles de même taille. Et ces trois types de trajectoires se distinguent en termes de sexualité et de rapport au risque. Je vais le développer. Il y a deux dimensions cruciales à prendre en compte quand on étudie la santé sexuelle des personnes trans et plus généralement celle des LGBT. Je vais revenir sur ces deux choses une à une, mais il faut savoir qu'elles sont indissociables, interdépendantes. La première, elle est liée à la condition minoritaire et la deuxième, à la mobilité sociale. La première, c'est ce que j'appelle la hiérarchisation des risques, parce que dans toute trajectoire sociale, LGBT ou pas LGBT, on est confronté à différents risques. C'est valable pour tout le monde. Les risques liés à la santé sexuelle sont des risques parmi d'autres, mais ils ne sont pas toujours notre priorité du moment. D'autres préoccupations peuvent passer avant. Dans une transition de genre, par exemple, les personnes trans peuvent se confronter à beaucoup d'autres risques sociaux et psychosociaux que celui des risques en santé sexuelle. Il y a le risque de stigmatisation, de marginalisation, de précarisation, le risque de violence, de discrimination. Dans le cas des trans, il y a le risque aussi de réassignation. La réassignation, c'est le fait d'être renvoyé à sa catégorie de sexe d'origine dans une interaction sociale, ce qui peut être évidemment très mal vécu. Et tous ces autres risques peuvent amener la personne à reléguer le souci de la prévention sexuelle au second plan. Je vais prendre l'exemple du risque de précarisation lié à la transition. Lorsque les personnes transitionnent jeunes et se retrouvent en rupture familiale, de ce fait, du fait de leur transition, qu'elles n'ont pas d'emploi stable et qu'elles n'en trouvent pas parce qu'elles n'ont pas encore pu changer la mention de sexe qui figure sur leur papier d'identité, eh bien, à ce moment-là, elles ont souvent de très grandes difficultés à survivre et à subvenir à leurs besoins. Dans ce contexte, la santé et la prévention peuvent être reléguées au second plan dans leur vie. Et ce risque de précarisation, il touche inégalement les personnes trans. Je le disais, ce sont les femmes trans qui transitionnent jeunes qui sont les plus concernées par ce risque. Un autre risque peut aussi prendre le pas sur les risques en santé sexuelle, c'est le risque de se sentir réassigné dans les interactions sexuelles. Ce risque, il concerne surtout les femmes trans. Pendant la transition, les femmes trans peuvent avoir peur de se sentir invalidées en tant que femmes aux yeux d'un partenaire masculin, et notamment si elles osent négocier l'utilisation de moyens de prévention dans la sexualité comme le préservatif. Ça, c'est un phénomène qui a été documenté assez largement chez les femmes en général, y compris cisgenres, donc non trans. Les femmes, en général, peuvent avoir ce sentiment de devoir répondre à des pseudo-besoins masculins de leur partenaire, mais pour les femmes trans, ce phénomène se trouve décuplé, puisque, au moment de la transition, leur féminité est en pleine construction, et cette construction passe par l'interaction
y compris sexuelles. Ce phénomène, on le retrouve particulièrement chez les femmes trans qui transitionnent sur le tard dans la vie, souvent après une première vie au masculin, parce qu'elles décrivent un enjeu qui est plus pressant à être reconnu dans l'interaction, justement parce qu'elles ont déjà un long passé en tant qu'hommes et qu'elles ont passé une grande partie de leur vie au masculin. Enfin, il y a un autre risque qui est lié cette fois à la prise en charge médicale de la santé sexuelle, que ce soit le recours au dépistage, au traitement post-exposition ou encore à la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie pré-exposition. Ce risque, c'est le risque de violence dans la relation médicale. Les personnes trans peuvent être, très souvent d'ailleurs, réticentes à consulter pour leur santé, et notamment leur santé sexuelle, lorsqu'elles ont déjà été confrontées à des violences médicales dans le cadre de leur transition de genre. Ces violences vécues pendant la transition peuvent les éloigner très durablement du monde médical, y compris pour tout ce qui a trait à la santé sexuelle. Voilà donc quelques exemples qui concernent la possible hiérarchisation des risques. Mais il y a un deuxième élément qui est tout aussi fondamental, et je vais m'y attarder un peu, c'est les socialisations sexuelles et préventives. Et pour comprendre le rôle fondamental de ces socialisations sexuelles et préventives, il faut d'abord que je vous dise un mot sur les orientations sexuelles et sur leur signification genrée. Je l'ai dit, il y a différents types de trajectoires trans, et notamment 3 types majoritaires. Les femmes trans qui transitionnent tard dans la vie, celles qui transitionnent plus jeunes, et les hommes trans qui transitionnent pour la plupart jeunes. Et ces 3 types de parcours correspondent aussi à différentes trajectoires sexuelles. Je vais prendre l'exemple de la sexualité avant la transition. Avant leur transition, les femmes trans qui ont connu une première vie au masculin et transitionnent sur le tard sont généralement des hommes hétérosexuels. Elles sont alors souvent, je le disais, en couple avec une femme et parents d'un ou plusieurs enfants. L'autre moitié des femmes trans en passe brièvement par l'homosexualité masculine, en revanche, avant de transitionner relativement jeunes. Et les hommes trans, eux, transitionnent majoritairement jeunes, je le disais, le plus souvent après une trajectoire lesbienne. Et ces trajectoires sexuelles sont importantes parce que les transitions de genre s'accomplissent entre autres par le biais de la sexualité. Les approches féministes queer, le travail de Judith Butler notamment, mais aussi de beaucoup d'autres, l'ont montré depuis plus de 30 ans, la sexualité a le pouvoir de faire et de défaire le genre. Pour les futures femmes trans, par exemple, l'hétérosexualité comme l'homosexualité masculine, avant la transition, ont pour fonction d'essayer de maintenir les apparences de la masculinité, même si l'hétérosexualité va les y inscrire beaucoup plus durablement. Pour celles qui transitionnent tard, le fait d'être un homme hétérosexuel, avant, c'est un moyen d'essayer de rentrer dans le rang, de se ranger. C'est un moyen d'essayer d'oublier même leur propre désir de transition, qui est souvent déjà là. Pour celles qui sont gays avant la transition, c'est un peu différent. Elles essaient souvent de se faire passer pour gays avant leur transition. Un usage stratégique du passing, que j'évoquais tout à l'heure, et elles essayent de le faire souvent pour gagner du temps et tenter de limiter la précarisation qu'elles savent qu'elles risquent si elles deviennent des femmes trans. Mais dans les deux cas, finalement, hétérosexualité comme homosexualité masculine, il s'agit avant tout de se protéger des autres, et aussi parfois de soi-même, en essayant de maintenir les apparences de la masculinité. Pour les futurs hommes trans, au contraire, le lesbianisme est déjà une manière de s'extraire de leur catégorie de sexe d'origine, la catégorie femme. C'est donc très différent pour eux. Pour la plupart d'entre eux, il était tout à fait impensable avant la transition d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Ils se seraient sentis trop femmes, me disaient certains, dans les yeux d'un homme hétérosexuel, alors qu'ils n'étaient déjà pas à l'aise avec cette assignation de genre. Le lesbianisme joue un rôle central dans leur construction de genre parce qu'en étant lesbienne, il se soustrait en partie au regard des hommes et à ce que la conjugalité hétérosexuelle implique pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie à l'adage d'une philosophe féministe, Monique Wittig. En 1980, Monique Wittig écrit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Pour Wittig, non seulement on ne naît pas femme,
mais on ne le devient pas forcément. On peut, si on est lesbienne, s'affranchir de l'emprise de la domination masculine dans certaines sphères de la vie, et donc s'affranchir d'une catégorie femme qui n'est définie que par rapport à la catégorie homme. D'une certaine manière, donc, le lesbianisme représente pour les hommes trans le seuil de leur transition de genre. Finalement, les gays, y compris ceux qui deviendront des femmes, restent des hommes, tandis que les lesbiennes ne sont déjà plus tout à fait des femmes. Pour résumer, donc, j'ai trouvé des personnes trans qui étaient auparavant, avant la transition, des hommes hétéros, des gays, des lesbiennes, mais très rarement, en revanche, des femmes hétérosexuelles. De ce constat, on peut déduire que les femmes hétérosexuelles sont celles qui envisagent le plus rarement de changer de sexe. Les femmes qui refusent le sexe qui leur a été assigné entrent peu dans la conjugalité hétérosexuelle, alors que beaucoup d'hommes, en revanche, peuvent s'y résigner. Alors pourquoi tout ce détour que je fais par les orientations sexuelles et ce qu'elles construisent socialement du genre? Déjà parce qu'en soi c'est important, mais aussi parce que c'est fondamental pour comprendre les rapports au risque et à la santé sexuelle. Le rapport que les personnes, là encore trans ou pas trans, entretiennent au risque est fortement structuré par leur socialisation sexuelle et préventive initiale. Or, on n'est pas socialisé à la sexualité et à la prévention de la même manière si on est un homme ou une femme, si on est hétérosexuel ou homosexuel, etc. Je l'ai dit, les personnes trans changent de sexe ou de genre. Pour moi, sexe n'est pas du tout une donnée biologique. J'utilise les deux termes de manière interchangeable. Les personnes trans changent de sexe et donc aussi de sexualité. Mais leur disposition sexuelle et préventive ne change pas forcément, radicalement, pour autant. Certains habitus de gestion du risque peuvent devenir insuffisants dans les nouvelles configurations sexuelles et relationnelles. Quand par exemple on était lesbienne avant et qu'on devient gay, ou quand on était un homme hétérosexuel avant et qu'on devient une femme hétérosexuelle. Et ça, c'est important d'insister sur le fait que c'est valable aussi pour les personnes cisgenres qui le restent. Par exemple, pour un homme cisgenre hétérosexuel qui devient un homme cisgenre gay, ou pour une femme cisgenre lesbienne qui devient une femme cisgenre hétérosexuelle. Et je précise que ces personnes cisgenres qui vivent des mobilités sexuelles sont souvent catégorisées comme bisexuelles dans les enquêtes. Les personnes bisexuelles vivent des mobilités sexuelles, parfois une fois, parfois plusieurs fois, parfois beaucoup plus de fois au cours de leur vie. Par ailleurs, les désirs ne restent pas figés au cours d'un changement de genre et ou de sexualité. Les désirs, les attirances, les fantasmes aussi, continuent d'évoluer avec une transition de genre, puis au fil de la vie. Au fil de la transition et de la vie, le groupe des femmes trans tend à s'hétérosexualiser et le groupe des hommes trans, lui, tend au contraire à s'homosexualiser, autrement dit, à se gayifier. Alors même que la moitié des femmes trans ont un long passé en tant qu'hommes hétéros, beaucoup s'orientent ensuite vers des partenaires masculins. Pour les femmes trans, l'hétérosexualité agit comme une fabrique très puissante de la féminité. Le regard des hommes vient valider en quelque sorte leur appartenance au groupe des femmes, même si beaucoup deviendront ensuite lesbiennes, bien plus que les femmes en population générale d'ailleurs. Quant aux hommes trans, pour eux, c'est la tendance inverse. Ils s'homosexualisent, se gayifient au fil du temps. Un tiers d'entre eux déclarent des relations avec des hommes après la transition. Et là encore, c'est bien plus que les hommes en population générale. Les hommes trans sont donc souvent des partenaires masculins, alors même qu'ils étaient généralement lesbiennes avant. Ils avaient donc des partenaires féminines. Le fait d'avoir des partenaires masculins devient possible pour eux désormais parce qu'en tant qu'hommes, eux-mêmes, ils ne risquent plus de se sentir femmes dans les yeux d'un homme, comme c'était le cas autrefois. Par ailleurs, devenir gay est aussi une manière pour eux de composer avec leur trajectoire de mobilité sociale. Comme les transfuges de classe en ascension, les hommes trans doivent composer avec une certaine culpabilité, avec une tension assez inévitable. C'est la tension qu'il y a à rejoindre le groupe
qui représentent l'oppresseur de ce qu'ils ont eux-mêmes été par le passé. Mais être gay, c'est incarner une masculinité subordonnée. Pour reprendre le terme de la sociologue Rewin Connell, c'est une masculinité, la masculinité gay, qui n'est pas une masculinité hégémonique. Pour les hommes trans, devenir gay, ça peut être un moyen, comme un autre, de composer avec la tension de l'ascension en diminuant en quelque sorte l'ampleur de leur élévation sociale. Quoi qu'il en soit, au final, on observe qu'au fil de la transition, tout le monde tend de plus en plus à avoir des rapports sexuels avec des hommes, parfois trans, mais le plus souvent cisgenres. Alors dans ce contexte, on peut se poser la question, que deviennent les dispositions préventives avec la transition et après ? D'abord, pour ce qui concerne les femmes trans qui transitionnent tard dans la vie, elles ont été des hommes hétérosexuels et de se passer en tant qu'hommes hétéros, elles peuvent hériter d'une certaine tranquillité vis-à-vis du risque. Mais cette tranquillité est parfois un peu illusoire. Avant la transition, elles étaient généralement en couple avec une femme et elles se préoccupaient assez peu de prévention. Elles avaient utilisé le préservatif, le retrait ou une autre méthode contraceptive en début de relation, et puis ensuite, au fil du temps, leur compagne gérait la contraception en prenant le plus souvent la pilule. Leur socialisation préventive a donc été relativement minimale. Et puis, avec la transition, elles sont nombreuses à s'orienter vers des relations avec des hommes. Et elles deviennent souvent, par ailleurs, multipartenaires pour un temps. Et dans ce nouveau contexte, elles peuvent avoir l'impression de ne pas risquer grand-chose, comme avant. Dans leur perception du risque, elles se sentent souvent encore relativement protégées, même si les pratiques sexuelles qu'elles décrivent laissent imaginer qu'il peut y avoir peut-être plus de risques qu'autrefois. Pour les femmes trans qui transitionnent après avoir été gays, c'est différent. Elles gardent de leur socialisation gay antérieure une certaine conscience du risque. Avant la transition, elles ont généralement évolué quelques années dans des espaces gays, dans des sociabilités gays, et dans un milieu où le sida structure assez fortement la socialisation sexuelle. Je l'ai dit au début, les gays font l'objet de recherches et de politiques de santé publique depuis longtemps maintenant, ce qui est le résultat de mobilisations communautaires. Et ces mobilisations communautaires et ces politiques de santé publique infusent l'apprentissage de la sexualité gay, voire même de la culture gay en général. De ces socialisations gays, donc, ces femmes trans conservent une certaine lucidité vis-à-vis du risque du VIH et un certain souci de la prévention et de la réduction des risques avec leurs partenaires hommes ou femmes. Je précise qu'il y a aussi un autre facteur qui peut intervenir dans ce profil de trajectoire-là, c'est le travail du sexe. Les femmes trans qui transitionnent jeunes y ont plus recours que celles qui transitionnent tard, parce que, comme je le disais, elles sont plus souvent précaires au moment de leur transition. Or, le travail du sexe socialise aussi, évidemment, à certaines conduites préventives. Enfin, pour ce qui est des hommes trans, avant la transition, ils étaient très souvent lesbiennes, et en tant que lesbiennes, ils se préoccupaient assez peu de prévention, puisque, je le disais au début, les lesbiennes sont très peu ciblées par les enquêtes scientifiques comme par les politiques de santé publique. À la différence des socialisations gays, les socialisations lesbiennes se déroulent donc souvent en marge de la prévention ou même de la réduction des risques en santé sexuelle. Alors pour les hommes trans, avec des partenaires féminines, les choses ne vont pas beaucoup changer après la transition. Par contre, lorsqu'on évoque la possibilité de rapport avec des hommes, ce qui concerne donc environ un tiers d'entre eux, mais beaucoup d'autres y pensent aussi pour l'avenir, là, la prévention semble importante pour eux. Ils parlent du préservatif, ils parlent du dépistage, ils parlent de la PrEP. C'est un peu comme une position de principe, qui est en partie liée au fait que pour l'instant, ils ont rarement eu de fait des partenaires masculins. Mais cette position théorique sur la prévention avec les hommes ne va pas résister longtemps à l'épreuve de la pratique. Pour ceux qui deviennent effectivement gays, leurs principes et leurs peurs se relâchent assez rapidement. Et je précise que ces hommes trans ne vont pas forcément vivre ensuite une socialisation gay qui est comparable à celle que je décrivais juste avant.
chez celles qui ont été initialement gays. Eux, ils ne vont pas majoritairement intégrer les espaces gays cisgenres parce que ces espaces peuvent leur être assez désagréables, voire hostiles, en raison de leur transidentité. Ils ne sont donc pas socialisés à la sexualité et à la prévention de la même manière que des personnes trans ou cisgenres qui auraient été socialisées initialement comme gays. Pour résumer sur tout ça, donc, la socialisation sexuelle et préventive initiale survit en partie à la transition de genre. Et les socialisations secondaires, comme on dit, ne s'accomplissent pas comme des socialisations primaires. Pour la santé comme pour le reste, il y a toujours une part d'inertie dans les trajectoires de transfuge. Certains habitus sociaux perdurent dans le temps, y compris dans le domaine de la santé et de la sexualité. Le fait de vivre une mobilité sociale ne signifie pas qu'on se resocialise complètement et radicalement. Et pour toutes ces raisons, c'est important de prendre en compte non seulement la condition minoritaire, mais aussi les mobilités et les socialisations à l'échelle de la vie entière. Et je voudrais maintenant terminer cette intervention par une discussion critique de tout ce que je viens de vous présenter. À partir de mon regard d'aujourd'hui sur cette recherche passée, donc qui est maintenant terminée depuis un certain temps, en fait, pendant toute cette présentation, j'ai parlé d'hommes, de femmes, j'ai parlé d'hétéros et d'homos, j'ai parlé de personnes cisgenres et de personnes trans, et je l'ai fait alors même que le cœur de mes recherches actuelles consiste justement à questionner ces catégories et surtout à questionner leur binarité. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, en fait, je me trouve dans ce que l'historienne Joanne Scott a appelé le paradoxe minoritaire. Ce paradoxe minoritaire, c'est que pour arriver à déconstruire les catégories qui forgent et qui maintiennent la condition minoritaire, on n'a souvent pas d'autre choix que de travailler avec ces mêmes catégories, que ce soit dans la lutte politique ou dans le champ scientifique. Quand on enquête sur la santé sexuelle en santé publique, on utilise des catégories. On utilise des labels qu'on ne questionne pas ou très peu. On parle d'hommes, de femmes, de personnes homo-bi. Le plus souvent, on parle de HSH, pour homme qui a des rapports sexuels avec des hommes. On parle aussi, plus rarement, de FSF, pour femme qui a des rapports sexuels avec des femmes. On parle aussi éventuellement de gays, de lesbiennes, de personnes trans. On utilise ces catégories parce qu'il faut bien qualifier ces populations, parce que c'est nécessaire pour enquêter, pour écrire, pour se faire comprendre, et pour pouvoir contribuer à construire des politiques publiques en santé, puisque ces politiques doivent être ciblées. Mais chacune de ces catégories qu'on utilise rassemble en fait des personnes et des groupes qui sont très différents les uns des autres. Et par ailleurs, ces catégories ne sont ni figées ni exclusives les unes des autres, pas plus qu'elles ne sont exclusives de l'hétérosexualité et de la cisgenrité. J'ai essayé aujourd'hui de le montrer. On est toujours plusieurs choses simultanément. On est souvent différentes choses au cours d'une seule et même vie. On peut vivre une mobilité, mais ne pas complètement se resocialiser. On peut changer, mais garder en soi un peu de ce qu'on a été par le passé. Il y a aussi un autre élément que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'étudier la santé sexuelle, c'est étudier bien plus que des pratiques sexuelles et préventives. La sexualité, par ses significations sociales, organise notre mode de vie, notre manière de penser, d'envisager le monde et le risque, et d'interagir avec les autres. J'ai voulu aussi dire que la sexualité informe sur le genre, de la même manière que le genre informe sur la sexualité. Et comme la sexualité, le genre ne se résume pas à un simple et unique indicateur. Ce n'est pas juste un corps, ce n'est pas juste une assignation qu'on a reçue à la naissance, ce n'est pas juste une identité subjective. C'est avant tout un rapport social qui produit en grande partie toutes ces choses-là et qui infuse l'ensemble de nos pratiques. Autrement dit, le genre et la sexualité s'incarnent de manière plurielle et transversale. Et c'est pourquoi on peut, si on veut aller plus loin, envisager ce diptyque genre et sexualité comme un espace social. Cette notion d'espace social, elle se réfère principalement aux travaux de Pierre Bourdieu. Dans la distinction, il a cartographié et décrit un espace social de classe. Dans cet espace, on trouve une pluralité de classes et de fractions de classes.
Et ces classes et fractions de classe ne se résument pas à une opposition purement économique, fixe et binaire entre des bourgeois et des prolétaires. Ce même raisonnement peut être transposé au genre et à la sexualité. J'ai parlé tout à l'heure des féministes dites matérialistes, celles qui ont théorisé le fait que le genre est un rapport social analogue à la classe. Ce sont des matérialistes au sens marxien du terme. Elles parlent de classes de sexe. Il y en a deux, les hommes et les femmes. Ces classes de sexe sont définies par leur place dans la division sexuée du travail, et elles sont engagées dans une lutte des classes de sexe. Mais dans cette approche matérialiste, la sexualité n'est pas ou peu pensée en dehors de l'hétérosexualité. La question de la sexualité ne deviendra centrale dans les études genre que plus tard, avec le développement des approches queer que j'ai évoquées et qui sont inspirées du post-structuralisme de Michel Foucault et de Jacques Derrida, entre autres. Ces approches queer s'intéressent à la porosité des frontières qui séparent les catégories de genre et de sexualité, et elles déconstruisent, ce faisant, la binarité de ces catégories. En mobilisant donc à la fois des perspectives matérialistes et queer, mais aussi éventuellement en intégrant le raisonnement de Pierre Bourdieu, on peut arriver à penser le genre et la sexualité au-delà de la binarité, homme-femme, hétéro-homo, cisgenre-trans, des catégories qui par ailleurs n'ont pas d'essence préalable à leur construction sociale. Cette conception plurielle et multidimensionnelle du genre et de la sexualité, on peut la penser à partir de cette architecture théorique-là ou d'une autre, mais dans tous les cas, elle sera nécessaire pour aller plus loin dans la description de ce qu'on pourrait appeler la stratification sexuelle et de genre dans le champ de la santé. Enfin, je veux dire un mot de l'intersectionnalité des rapports sociaux. Je ne l'ai pas abordée de front aujourd'hui, et pourtant, elle est tout aussi fondamentale en matière de santé, comme Nathalie Bajos l'a démontré au cours de sa leçon inaugurale. Ce concept d'intersectionnalité, il est issu du Black Feminism et il est formulé pour la première fois par la professeure de droit Kimberlé Crenshaw à la fin des années 80. L'intersectionnalité désigne la manière dont les rapports sociaux de genre, de race et de classe se coproduisent et se façonnent mutuellement. Par exemple, selon la position sociale de race et de classe que l'on occupe, on ne fait pas la même expérience du genre et de la sexualité, et donc aussi de la santé sexuelle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'en santé publique, on cible un groupe particulier, que ce soit les femmes, les gays ou les HSH, les trans, les travailleuses du sexe ou autres, on ne parvient jamais à s'adresser de manière pertinente à toutes les personnes du groupe qui est ciblé. Certaines personnes se reconnaissent dans ces politiques, d'autres sont plus réservées et d'autres encore ne se sentent même pas concernées. Alors pour réduire un peu cette fatalité sociologique, on peut essayer de déplier les différentes expériences du genre et de la sexualité, sans avoir toujours besoin d'ailleurs de les catégoriser. Par exemple, les analyses que j'ai présentées aujourd'hui essayent de le faire à l'échelle des personnes trans, si tant est qu'on puisse les rassembler sous cette catégorie trans. Bon, c'est controversé. Ce qui ressort d'abord de manière évidente, c'est que la santé sexuelle des minorités de genre ne peut pas être abordée de manière uniforme, parce que cette population est hétérogène. Et comme il se trouve par ailleurs que les socialisations s'entremêlent, ce qui ressort surtout des résultats, c'est que les politiques de prévention destinées aux personnes trans dépendent pour une grande part des politiques de prévention destinées aux gays, aux lesbiennes, aux travailleuses du sexe, ou même aux hommes hétérosexuels. La santé sexuelle de chacune de ces populations, minorisée ou non, ne peut pas être pensée indépendamment de celle des autres. Ce constat, et je terminerai là-dessus, fait écho à un concept qui a récemment été formulé par le politiste Bruno Perrault dans sa relecture de Sphère de justice de Michael Walzer. Ce concept, c'est l'universalisme minoritaire. Ce que signifie l'universalisme minoritaire, c'est que protéger une minorité revient toujours à protéger bien au-delà de cette minorité, ce qui, entre parenthèses, peut nous amener à questionner le concept même de minorité. Bruno Perrault en donne des exemples concrets. Il écrit « La lutte contre l'homophobie est une politique sociale. La lutte contre le sexisme
est une politique écologiste. Les politiques fiscales sont des politiques de santé. Fin de citation. Chacune de ces politiques publiques sert une cause bien plus grande que celle de la population minorisée qu'elle vise au départ. Ce qui veut dire que la défense de la santé et des droits des LGBT bénéficie non seulement aux LGBT, mais aussi simultanément à l'ensemble des individus qui forment une société, quelle que soit leur trajectoire de genre et de sexualité. Je vais m'arrêter là. Je remercie encore une fois Nathalie Bajos pour son invitation et je vous remercie beaucoup à toutes et tous pour votre attention.